Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous invitons à accompagner des romans à leur sortie de prison. Certains ont été condamnés pour assassinat, d'autres pour escroquerie. Ils ont purgé leur peine et le jour est venu pour eux de franchir les grilles du pénitencier. Enfin, le temps d'être libre, de reprendre sa vie, là où on l'avait laissé, rejoindre ses proches, se faire oublier. Mais vous vous en doutez bien, sortir de prison est une épreuve dont personne ne peut imaginer la dureté, au point que certains des interlocuteurs de ce reportage estiment que la sortie est quasiment plus dure que la peine, qu'il s'agit d'une double peine, souvent criblé de dettes, coupé de toute relation sociale, stigmatisé pour son casier judiciaire. Il est extraordinairement difficile pour un ex-détenu de retrouver ne serait-ce qu'une chambre à louer et encore moins un emploi. Et sans logement ni travail, le risque de récidive est important. Vous allez voir aussi à quel point favoriser la réintégration qui est prévue par la loi entre en collision avec la crainte de mettre en danger la société. Les tragédies de Marie, Adeline et Lucie ont rendu les autorités extrêmement frileuses sur les congés des détenus, capital pour la réinsertion. Chacun de ces congés, pour autant qu'il soit accordé, est un test, une épée de Damoclès qui peut s'abattre à tout instant. Même s'exprimer devant une caméra, comme l'ont fait nos interlocuteurs auprès de Myriam Gazu et Frank Preiswerk, suscite la crainte que cela n'aggrave la situation. Chapeau donc à ces témoins pour leur courage. Quand vous avez passé des années dans les centres de détention, qu'à chaque fois que vous preniez un ascenseur, vous vous colliez au fond de l'ascenseur, puis que l'agent pénitentiaire mettait la clé pour faire fonctionner l'ascenseur. Et après tout ça, le jour où vous sortez, vous rentrez dans un grand magasin, vous vous mettez au fond d'un ascenseur. Puis s'il n'y a pas la chance qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rentre et qui pèse sur le bouton, bah vous mettez un moment à vous dire « Ah oui, j'ai le droit de peser sur le bouton ». Avant de sortir, vous redoutiez la sortie ou vous vous réjouissiez? D'un côté, on se réjouit, puis d'un autre côté, on a un peu peur, mais on le dit pas, ça. Ça, on le dit pas. On dit pas qu'on a un peu peur de sortir de prison. Peur de quoi? Ben, peur de toutes ces choses qu'on connaît plus. Est-ce qu'on va arriver à rencontrer des gens? Est-ce qu'on va arriver à se refaire des amis? Comment est-ce qu'on va être accepté? Est-ce que je vais arriver à bien me comporter aussi? Est-ce que... Voilà, peur de ces choses-là. Quelle vie après la prison? Sorti il y a 8 ans, Gilles paye encore son passé, malgré un parcours sans faute. J'ai passé 15 ans en prison. On m'a laissé miroiter beaucoup de choses sur une liberté que je n'ai jamais trouvée, finalement. Bien au contraire, plus le temps passe, plus je m'aperçois que ces années de détention me suivent partout où je vais et me rendent la vie très difficile, à tel point qu'il n'y a pas longtemps, j'ai voulu la quitter. Je m'étais persuadé que le monde et que toutes les personnes, même celles que j'aime, seraient mieux sans moi. J'ai pas commis de délit de mœurs, j'ai jamais touché à un enfant, j'ai jamais touché à une femme, j'ai jamais fait... J'ai tué un homme, voilà. Oui, j'ai tué un homme. Comment notre société réinsère ceux qui sont passés par la case prison? La sortie, un réel défi pour l'ex-détenu et pour la société. Un défi qui commence déjà en détention. On devra de toute façon sortir un jour. Alors autant qu'on sorte dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on prépare notre sortie. Pas qu'on nous dise un beau matin, bon ben voilà, t'es libéré, ciao, dégage. Non, il faut qu'on ait le temps de s'y préparer. Et puis surtout reprendre contact avec la vie active. Pour le commun des mortels, c'est de la foutaise, ça sert à rien. Alors que c'est très utile. Jean-Philippe Goy est détenu aux établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe. Après avoir passé des années en secteur fermé, il bénéficie d'un régime plus ouvert
et il travaille dans le magasin d'objets fabriqués par les détenus. Un poste de confiance situé à l'extérieur des grilles de la prison. Une évolution prévue par le législateur. L'individu, à partir du premier jour où il entre dans la prison, doit connaître les différentes étapes qui seront les siennes, les différentes phases de progression, et doit surtout pouvoir en bénéficier de ces phases de progression, notamment donc les congés, les sorties, les congés dont il peut bénéficier dans un premier temps, puis ensuite la possibilité d'aller travailler à l'extérieur et de ne passer plus que son temps libre en prison, et enfin la libération conditionnelle, et éviter autant que possible ce qu'on appelle les libérations sèches, où l'individu sort du jour au lendemain sans avoir préparé ce retour à la liberté. Se réinsérer pas à pas et se projeter dans l'avenir, c'est la clé de voûte du système. Or, le système est grippé. Ainsi, le plan d'exécution de la sanction prévoyait des congés pour Jean-Philippe qui lui ont été refusés. Dès la mi-peine, le congé permet aux détenus de quitter la prison pour quelques heures afin de renouer avec le monde extérieur. Je ne comprenais pas pourquoi on pouvait s'opposer à mon congé, alors que depuis 1 année et demie, je travaillais déjà dans ce magasin où je me rends, vous avez vu, à pied, tout seul, tous les jours. Vous avez respecté le règlement de la prison, vous n'avez aucun problème avec personne, et au dernier moment, on vous modifie ces dates. C'est pas juste. C'est pas juste parce qu'en fait, on vit d'espoir, il ne faut pas rêver. On vit de voir la sortie. Alors, on s'approche de la sortie avec ces dates, avec ce plan. Et ce plan n'est absolument pas respecté. Pas normal, alors qu'il ne fasse pas de plan. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous commander une horloge, s'il vous plaît. Oui. Pour notre berger qui a 22 ans d'alpage, qui a terminé. Ah, ouais. Ah, Et puis, je vous avais déjà recommandé l'année passée. Syndicat Une même horloge pour un challenge. Ça ira plus vite, pyrogravé, parce que sculpteur, on n'a pas de sculpteur actuellement. D'accord. Il était libéré. Ciao. Jean-Philippe a dû saisir le tribunal fédéral pour rétablir son droit à un congé, partie intégrante de la réinsertion. Grande. J'ai été au tribunal fédéral et nous avons gagné. Le tribunal fédéral a dit que je pouvais bénéficier de cette mesure normalement comme tout le monde. Donc, je pouvais avoir des sorties, des congés. Mais j'ai perdu 1 année. 1 an sans congé en attendant que le tribunal fédéral se prononce et désavoue le département de la sécurité à Genève. Le texte, ici, c'est... Bien. Merci à vous. Merci. Une manière d'affirmer que le détenu a le droit de faire ses preuves et de rappeler ce que l'article 75 du Code pénal prévoit. L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infraction. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer aux détenus l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Est-ce qu'on peut vous poser la question, qu'est-ce qui vous a amené à être condamné à 18 ans de prison? J'ai été condamné pour assassinat. J'ai donc tué quelqu'un. Donc j'ai pris une condamnation de 18 ans, sur lesquels j'ai fait actuellement 10 ans et 5 mois. La loi prévoit un allègement du régime de privation de liberté, même pour les crimes les plus graves, si le comportement du détenu le permet. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a tendance, dans la pesée des intérêts, entre la nécessité de réintégrer les gens et de l'autre côté de protéger la population, c'est qu'on a tendance à toujours plus glisser vers l'argument sécuritaire. C'est très très difficile d'obtenir quelque chose, c'est-à-dire obtenir un élargissement de régime, un congé, un passage dans un secteur plus ouvert. Et ça me préoccupe parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'il y a vraiment un danger pour le système et son efficacité, et le risque qu'il y a
c'est qu'en favorisant ce tout sécuritaire, cette neutralisation plutôt que la réintégration, on va augmenter de 1 la population carcérale, et de 2, on va de plus en plus libérer des gens qui ne sont pas prêts à être libérés, et donc on va créer un échec généralisé du système. Prison de Bellechasse à Fribourg. Après une incarcération d'une année, Frédéric arrive en fin de peine. J'ai un lourd passé délictueux. Enfin, lourd. Ça fait 13 ans que je fais des allers-retours en prison pour des bagarres ou des problèmes d'amende ou des vols par rapport à la consommation de drogue. J'ai tout perdu avec ça, quoi. Là, je me retrouve seul, quoi. Proche de la sortie, Frédéric bénéficie lui aussi d'un régime d'incarcération plus souple. Comme tous les matins, il quitte l'enceinte de la prison pour aller travailler et jouit d'une certaine autonomie. Le respect des horaires et des consignes, cela fait partie du processus de réinsertion. Puis ça a été cette nuit, vous avez bien dormi? Ouais, ça va. Vous avez regardé la télé hier soir? Ouais, je me rappelle même plus ce que j'ai regardé. Je me suis endormi, c'était 9h. Rien de bien intéressant. Rien de bien intéressant. Ça tourne en boucle, ces séries. Puis là, est-ce qu'on a eu des mises barres? Non. À première vue, pas, hein? Juste elle, ben, elle avait mal au ventre, là. Je l'ai isolée. Ouais. Elle devrait faire tout soudainement bientôt. Ouais, non, on la laisse tranquille. Aujourd'hui, vous la sortez pas, vous la laissez dans le box. Pour moi, c'est la meilleure place à Bellechasse. Après, c'est un tout. Il y a aussi le chef qui fait beaucoup. Il est là pour surveiller notre travail, mais il nous responsabilise. Il est là pour nous guider, quoi. Il nous laisse un peu... On sent moins la prison. On est plus libre. Vous voyez, on s'y trouve à 2 km des établissements de Bellechasse. Donc, pour lui, il n'y a aucune sécurité, même passive. Donc, les possibilités de s'évader sont très larges. Et il faut qu'on puisse compter dessus lui. Et on compte aussi dessus pour qu'il ne profite pas de cette situation pour vouloir introduire des matières illicites. Et puis que cette confiance, je ne la donne qu'une seule fois. Et si un jour ils rompent cette confiance, c'est clair qu'ils vont perdre cette place de travail. Ça fait du bien après beaucoup d'années où les gens ne nous font pas confiance, où on ne croit plus en nous. Enfin, même moi, je ne croyais plus en moi. De se dire, ah ben, il a confiance en moi, il me laisse faire, il ne contrôle pas derrière moi si j'ai fait mon boulot, il sait que c'était fait. C'est agréable. Qu'est-ce qui représente ces moutons pour vous? Ouais, ma réinsertion, ma vie future, mon futur emploi, peut-être une chance de revoir ma fille plus tard, que je la revois plus, ça fait bientôt 5 ans que je ne l'ai pas vue. Pour m'en sortir, ben ouais, tout reprendre à zéro, quoi. Un nouveau métier, une nouvelle vie. Un nouveau métier, voilà, une nouvelle vie. Tu veux pas comme ça, une grosse dinde. Avant, je travaillais sur les chantiers, je montais des échafaudages. Puis ben, là, je travaille au milieu d'animaux, c'est différent. Mon grand-père, je pense, serait fier de moi. Qui était agriculteur, il est décédé, de voir que je pars là-dedans, je pense que ça lui ferait plaisir, quoi. Il a le bagage nécessaire pour avoir un bel avenir dans cette fonction. Ça fait quand même plaisir, disons, j'ai pu ouvrir une vocation à quelqu'un. Chez lui, j'ai l'impression de l'avoir réveillé, ce don-là. Il n'était peut-être encore pas connu chez lui, et puis que le fait de travailler ici, ça l'a réveillé en lui. J'ai pu trouver une place par le biais d'un gardien qui connaissait des bergers à l'extérieur, qui m'a mis en contact avec eux, et j'ai trouvé une place à ma sortie au mois de novembre. Donc j'aurai un toit, je serai nourri, logé, et je vais faire le berger. Sinon, ben, je me retrouvais comme la dernière fois, où j'étais sorti en étant à la rue, quoi.
car on ne peut pas trouver de travail en étant en prison. Enfin, c'est très difficile car on téléphone à un employeur, il va vous répondre « donnez-moi votre CV » ou « donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappelle ». Et dès le moment où vous allez lui dire « je suis en prison, vous ne pouvez pas me rappeler », c'est limite qu'il vous raccroche pas au nez, quoi. Ce qui est compréhensible aussi, mais... Ah, c'est ça qui t'angoisse? Alors, je te rassure, chaton, on n'a pas les moyens de voter à droite. Non, même si dans quelques années... Dans combien de jours vous sortez? 22 jours, exactement. Ça se passe comment d'être à 22 jours de la sortie? On dort pas bien la nuit, on stresse, on angoisse. On sait pas trop comment ça va se passer la sortie. Je vais me retrouver dans un village que je connais pas, des patrons que je connais pas, une langue que je parle pas. C'est en Suisse allemande, donc on verra. Tu crois? Puis c'est sur les plantes, d'habitude, ça leur fait pas du bien. Quel est le but de la prison finalement? Le séjour en prison pour un détenu, il a deux buts. Tout d'abord, c'est la sanction. C'est une exécution de peine, et par définition, une peine, ça fait mal. Mais c'est juste une côté de la médaille, parce que l'autre côté, elle est plus exigeante, mais elle est aussi beaucoup plus valorisante. Il faut préparer ce détenu d'être résocialisé, d'être réintégré dans la société, dans le but de lui pousser pour ne plus commettre de récidive. Frédéric va déposer une demande de congé pour aller refaire ses papiers. Un congé, ça ne s'improvise pas. Et derrière ces quelques heures de liberté, l'enjeu est immense. Il joue son toit et la place de berger qu'il espère avoir à sa sortie. Comment allez-vous répartir ces 12 heures? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée sur ça? Oui. Est-ce que vous Je demande d'abord un chauffeur. Ok. Quand est-ce que vous partez ici? 7h30. 7h30. Enfin, et le après train, il est à 8h06, oui. je crois. Et après, le trajet, c'est combien environ? J'arrive à Neuchâtel en gros 25, je crois. 24, oui. 24 alors. Le train, il remonte, il part à Chaux-de-Fonds à 31 ou 37, le régional. 32. Alors 32. Arrivé et 10. Ou c'est le direct 58, là vous, c'est... 58. Alors ça c'est le direct, oui, c'est le régional, moi je crois. Alors vous avez environ 1 heure. Hein? Voilà, ouais. Disons, si je fais le décompte, ça vous donne encore 10 heures ce que vous avez à utiliser. Si vous voyez quelques collègues, quelques anciens bons collègues qui vous disent, qui vous invitent, alors tu viens prendre une bière. Parce que si vous savez, ok, alors je peux renoncer à ces collègues, je peux dire que bière, non. Oui. Je sais où je vais, je sais ce que je risque, je sais ce que je vais perdre. Ok. Je vous l'ai déjà expliqué. Très bien. C'est pas parce que je suis rentré une fois alcoolisé que cette fois je vais aussi rentrer alcoolisé ou avoir consommé. Qu'est-ce que je vais tester quand vous revenez? Test d'urine et l'éthylomètre. Ok, 0-0. Oui. Ok. Alors, si il est testé positif dans 2 jours, oui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avertir les employeurs que c'était un échec. Il a consommé. Et après, c'est cuit. Il va être libéré le 24 avec son bagage. Et après, il est je sais pas où. Il sort sans un travail, sans logement, sans rien. Avec l'espoir de plus consommer, peut-être, oui. Donc l'enjeu est très important pour ce congé qu'il a dans 2 jours. Oui. Et c'est une pression sur lui? Oui, à mon avis, c'est une très grande pression. Alors, sa réinsertion va se jouer sur une bière ou un joint? Oui. Jean-Philippe Goy s'apprête à vivre une journée très particulière. Après des années de détention, il va enfin vivre son premier congé seul, quelques heures loin de la prison.
La première sortie que j'ai faite, j'avais 2 gardiens avec moi. Donc c'était quand même différent, on n'a pas ce sentiment de liberté. Là, j'ai le sentiment de liberté, je prends le train tout seul. Si je veux descendre du train, je descends du train, j'ai pas d'obligation, j'ai pas de... Je vais faire ce que j'ai envie, c'est magnifique ça. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas trouvé dans cette situation de liberté, en fait? 10 ans et 5 mois. Depuis 2005. 12 mai 2005. Parce qu'alors, qu'est-ce qui s'est passé le 12 mai 2005? J'étais arrêté. Je m'y attendais pas. Dans mon restaurant, ils sont venus me chercher. Et puis ça fait 10 ans et 5 mois, quoi. C'était long, hein. Après plus d'une décennie, Jean-Philippe retrouve Genève, sa ville natale. Et Ça va, va? toi, t'es bien, c'est bien passé, tu recycles bien. C'est pas encore fini, non, je suis en congé aujourd'hui. Ah oui. Jean-Philippe était brocanteur et possédait un restaurant à 2 pas d'ici. Pour cette journée, il a consciencieusement choisi sa tenue. Elle porte très bien, hein. Ciao, mon grand. Parce qu'il y a 10 ans et 5 mois, j'étais habillé comme ça, sauf les chaussures. Mais j'étais habillé comme ça. Et j'ai été arrêté comme ça. Et c'est un peu... comme j'étais arrêté ici, dans le restaurant qui se trouve là en face, j'avais envie de repartir. Mon idée, c'était en fait, comme j'étais arrêté en prenant l'apéritif avec des amis, je voulais reprendre la conversation où on l'a laissée. Mais pas possible. Tant pis. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça va? Et toi? Pleine forme, ça se voit pas. Oui, je vois que t'as prospéré, hein? J'ai prospéré un petit T'as peu. prospéré. Ouais. T'es sorti quand? Ah mais je suis en sortie pour la journée seulement. Ah, t'es en permis. C'est mon jour de congé. Alors, tu rentres ce soir, hein? Bah oui, hein. C'est pas le malin. Moi, je fais pas de mal. Hein. Hein? Alors, Faut que je rentre ce soir, elle m'a dit. Le malin. La dame. 10 ans, 5 mois. que tu es dedans, non? Mais mon petit. Non. Pareil pas. Je sais, moi je sais. moi je sais. Ce soir, vous retournez en prison. Alors, comment c'était aujourd'hui? Ça saoule un petit peu, j'entends. Hein? Le bruit, puis de parler, parce que je parle pas autant que ça. J'entends. Là, ce que j'ai... en un jour, j'ai parlé à peu près ce que j'étais en un mois. Quoi. Et ouais. Parce qu'il y a des jours où je parle quasiment pas, quoi. Très peu. Il n'y a rien à dire. Tout a été dit. J'entends les autres détenus, qu'est-ce qu'ils vont me raconter? Le film qu'ils ont vu à la télé, j'ai vu le même. Ça ne m'intéresse pas. Un match de foot qu'ils ont vu, je ne m'intéresse pas au foot. Puis ce qu'on est en train de manger, je le sais. Ce qu'on va manger demain, je sais aussi. Donc les conversations sont extrêmement réduites. Alors qu'aujourd'hui, il me semble que j'ai parlé beaucoup. J'ai écouté beaucoup aussi. Et ça change. Puis c'est bien. Ouais, c'est positif en tout cas. Très, très positif. Ouais. Et puis je vais compter les jours maintenant jusqu'à la prochaine sortie.
Pour les autorités pénitentiaires, le congé de Jean-Philippe est réussi. Il a respecté les règles, pas d'alcool, pas de substances illicites, il est rentré à l'heure dite et il a eu un comportement irréprochable. 1 an de procédure pour obtenir ce premier congé. Et pour ses avocats, au-delà du cas particulier, c'est l'esprit de la loi qui est en jeu. Il a fallu se battre jusqu'au tribunal fédéral et nous avons déployé, Spira et moi, toute l'énergie qu'il faut parce qu'il y a des valeurs essentielles. Il y a le code pénal qui est en jeu et M. Maudet a une fâcheuse tendance à se fonder que sur l'acte finalement initial et nie toute la progression du détenu pendant de très nombreuses années, comme s'il ne croyait pas que l'être humain peut s'améliorer. Et puis, quelles sont les conséquences psychologiques pour les détenus quand les étapes attendues n'arrivent pas? C'est souvent dévastateur. C'est l'impossibilité de voir le bout du tunnel, c'est l'impossibilité de s'imaginer en train de se reconstruire. Et je crois que ça n'est pas rendre service ni aux détenus, ni à la société que de procéder de cette façon-là. Je dois statuer sur une seule question, qui est quel est le risque que je fais courir à la société, que je dois protéger comme magistrat en charge de la sécurité, si je le laisse ressortir. Ou, inversement, si je ne le laisse pas sortir, étant entendu qu'une sortie sèche, par exemple, ou bien le report de la réinsertion de la personne peut aussi constituer un risque. Genève a une particularité. C'est le seul canton qui charge le conseiller d'État à la tête du département de la sécurité de décider en dernier recours des étapes d'élargissement pour les dossiers les plus épineux. Dans le cas de Jean-Philippe Goy, c'est M. Maudet qui avait mis son veto à sa demande de congé. J'ai établi le principe suivant, je pars d'une présomption de dangerosité. Et c'est ça qui est nouveau par rapport à ce qui se faisait avant. Je pars de l'idée que la personne est dangereuse. Et j'essaye de lever le doute. Et si à la fin de tout ce processus, le doute subsiste, eh bien le doute bénéficie à la société. Pas aux condamnés. Je ne parle pas ici d'accusé, la personne n'est plus accusée, elle n'est plus présumée innocente, elle est condamnée pour des faits gravissimes. Et donc si j'ai un doute, eh bien je refuse l'octroi du congé, de la sortie, etc. En tant que directeur de prison, M. Walter et son équipe doivent livrer un rapport quant à l'évolution des détenus. Bellechasse reçoit des condamnés de toute la Suisse. Arrive-t-il souvent que les autorités cantonales ne tiennent pas compte des préavis favorables de la prison? C'est un scénario assez souvent ces dernières années, parce que là, il faut aussi constater que dû aux plusieurs affaires extrêmement douloureuses, l'affaire Lucie, Marie, Adeline, là, il y a vraiment une crispation, une peur totale chez les autorités. Personne ne veut être fautif si quelque chose se passe, même si la probabilité elle était très basse. Bon, le risque zéro, il n'existe jamais, mais personne ne veut avouer que cela veut dire qu'il faut prendre des petits risques calculés. Et là, il arrive souvent que des détenus qui, quant à nous, sont tout à fait prêts pour leur prochaine étape, pour leur progression, ils reçoivent pour des raisons qui ne sont pas toujours très évidentes des réponses négatives. Ce qui bloque le système et ce qui n'est pas toujours très compréhensible pour ces détenus, parce que là, si vous voulez, on change les règles du jeu pendant le jeu. Ça peut les mettre dans une frustration, une angoisse qui parfois peut tourner dans une dégradation, dans une forme de nouvelle dangerosité qui apparaît. Est-ce qu'il y a des cantons qui sont plus concernés que d'autres? Est-ce que c'est général, cette crispation? Non. Pour simplifier un peu, je dirais les cantons qui étaient touchés surtout par ces drames, c'était les cantons qui tombaient dans une crispation, dans parfois presque une hystérie. Alors si vous vous imaginez dans quel canton ces drames ont eu lieu, vous avez aussi les noms des cantons qui sont maintenant un peu bloqués. Après avoir réussi ses premiers congés, Jean-Philippe prépare son dossier en vue d'obtenir le droit de travailler à l'extérieur tout en dormant en prison. J'ai fait une demande de semi-liberté motivée en expliquant que je voulais continuer à faire ce que j'ai appris à faire ici, c'est-à-dire des poyas, parce que je pense que ces poyas plaisent. Je m'en rends compte, il y en a plusieurs qui ont été vendus dans le cadre du magasin. À l'extérieur, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors c'est un petit peu mon idée.
vous avez quelque chose qui peut vous intéresser déjà. Là, les planches à viande qui sont pas sympas. La commission d'évaluation de la dangerosité à Genève va certainement me convoquer pour discuter avec moi, pour tester en fait s'ils estiment que je peux être libéré sous cette forme-là. Et puis en tout dernier ressort, il y a le conseiller d'État genevois qui prend la décision finale. Oui, d'accord. D'accord. Ça marche. Ok, bah, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous, Bonne monsieur. journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne route. Hein. Merci. Au revoir. Dans son dossier, Jean-Philippe met en avant un élément inattendu. Un jour, dans ce magasin, un couple rentre. Ils cherchaient en fait un objet fabriqué par un détenu. Finalement, ils se sont arrêtés devant une petite poya que j'avais accrochée au mur. Et ils ont dit, c'est ça qu'il nous faut. On a rendez-vous jeudi avec le pape François et on va lui offrir. Ah. J'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, peut-être. Et après 6 mois, ils m'ont apporté effectivement une photo où le pape François tient ma poya. La gloire. C'est magnifique, cette histoire. Elle est géniale. Voilà, l'histoire de la poya et du pape. Ex-détenu, Benoît Casagrande est souvent cité comme un exemple de réussite. Sorti de prison il y a 6 ans, il a relancé son entreprise de carrelage, notamment grâce à des clients très particuliers. Au départ, mes premiers clients, c'était mes gardiens de détention qui m'ont donné du travail dans leur villa où j'ai pu commencer à me remettre en route en tant qu'indépendant grâce à eux, grâce à la confiance qu'ils m'ont accordée. Parce qu'en détention, j'ai fait des travaux dans mon métier. Ils me donnaient des travaux à faire au niveau du carrelage et tout, et là, ils ont pu juger de mes capacités. Quand tu mets l'autre dessus, tu la mets devant, ici. Tu vois? Ça te fait une plinte finie. Alors, je te laisse faire. Ça joue. Alors, à tout à l'heure. Journée inhabituelle, Benoît Casagrande retourne à Bellechasse, où il a passé 6 ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le directeur adjoint pour orchestrer un projet artistique en collaboration avec des personnes incarcérées. Alors, ça se comporte comme ça. Il y a les blocs de granit. Ça, c'est le diamètre de base. Et puis ensuite, les mailles. Les mailles, je vais aussi avoir les prix parce que ça dépend tout des couleurs qu'on va choisir. Il y a les tôles de cuivre, laiton et alu pour les ailes des oiseaux qu'on veut faire en grès. Là, il faut que je calcule exactement les surfaces de tôle qu'il faut. Benoît Casagrande a déjà réalisé des œuvres pour Bellechasse. Il a notamment construit cette fontaine à l'époque où il était en détention. Le chemin de vie, tout cassé, la difficulté de la montée. On s'accroche, mais on glisse quand même. Voilà, tout à fait. Après, on est face aux 7 péchés capitaux. Ensuite, on continue à monter. Ouais. Le bac en inox, ça, c'est le jugement, ça. C'est le jugement, hein? C'était le juge, dur et froid comme l'inox. Ouais. Quand on a fait ce premier projet, j'avais dit, écoutez, j'aimerais réaliser avec M. Casagrande une fontaine murale. Et puis, un de ses référents sociaux m'a dit, écoutez, M. Morandi, c'est un toxico, vous n'allez jamais arriver. Et puis là, ça m'a quand même fait un peu mal parce qu'en fait, on doit toujours donner des chances à chaque détenu parce qu'en fait, malgré les difficultés, malgré sa situation personnelle, il faut donner cette chance-là. Parfois, c'est un échec, mais ici, c'est une belle réalisation. Rencontre entre Benoît Casagrande et l'un des détenus avec qui il va collaborer pour réaliser l'œuvre commandée à l'occasion du centenaire d'un des bâtiments de la prison. En tout, ça donne 100 oiseaux qui prennent l'envol puisque c'est le centenaire.
Je pense qu'il faut aussi démontrer aux gens, aux détenus qui sont là, on peut s'en sortir. Malgré le passage à la prison, on peut aussi faire autre chose, on peut réussir dans la société. Et je pense que c'est aussi ce qu'il aimerait transmettre ici à Bellechasse, aux détenus. Si Benoît s'est réinséré, la prison lui a laissé des marques. Le bruit des clés. Je ne supporte plus le bruit d'un trousseau de clés. Ça me rend très mal. Les portes qui claquent, ça me rend très mal. Les pas dans un couloir, ça me rappelle toujours cette détention. Et psychologiquement, il faut faire pas mal d'efforts pour évacuer tout ça. Mais je ne crois pas que je vais pouvoir l'évacuer. Je crois que c'est quelque chose qui va tout le temps rester. L'agoraphobie, ça touche vraiment tous les détenus. Hein. On commence à avoir des vertiges au bout d'un certain temps d'enfermement. On commence à avoir la crainte du mouvement de foule. Bonsoir. Le fait d'être tout le temps dans une cellule restreinte et tout à coup arriver dans un couloir grand ouvert, ça fait un grand espace et puis ça crée des angoisses. Je me souviens de tout. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ce que je suis maintenant. C'est ce qui m'a construit, entre guillemets, un peu, pas tout à fait détruit. Parce que la prison, souvent, on peut détruire. Détruit des familles, détruit plein de choses. Mais là, bon, ben voilà, après, il y a manière de le prendre. Et puis, on peut en faire quelque chose de ce passage. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. De son côté, si Gilles a réussi à fonder une famille, il traîne ses 15 années de détention comme un boulet. Une semaine avant de nous contacter, il a tenté de mettre fin à ses jours. Son casier judiciaire lui colle à la peau. Il est dans une impasse. J'ai fait 4 formations, j'ai fait 4 CFC. J'ai fait 2 CFC en prison pendant ma détention, donc je ne suis pas resté 15 ans à me tourner les pouces et à rien faire. J'ai voulu vraiment préparer ma sortie. Quand je vais chercher un travail, il y a toujours « Ah, vous avez un casier judiciaire maintenant, alors monsieur, on ne peut pas vous engager. » Suivant le travail que veut faire ma partenaire, par exemple, elle ne peut pas le faire. Parce que quelqu'un qui vit sous le même toit qu'elle a un casier judiciaire. J'aimerais avoir un bon travail, gagner ma vie, pouvoir payer les charges qui s'en suivent et puis ne rien devoir à personne. Mais c'est pas possible. L'absence de récidive n'est pas forcément le succès, de la réintégration sociale. Ne pas récidiver, ne pas commettre de nouvelles infractions, c'est bien. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se réintégrer. La réintégration, c'est pas juste de ne pas commettre d'infractions. C'est aussi de retrouver un travail, d'avoir des amis, de renouer contact avec sa famille, d'avoir un logement. Et ça aussi, c'est important. J'ai rencontré une merveilleuse femme, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Mais encore maintenant, après 8 ans, je peux pas l'inviter une fois par mois à manger au restaurant. Je peux pas aller au cinéma une fois par mois. C'est impossible dans nos finances. C'est une survie et j'ai beau entrevoir aussi loin que je peux, il y aura toujours ces poursuites qui seront derrière moi et on aura toujours droit au minimum vital. Il n'y a rien au bout, il y a des dettes et des dettes, voilà. Elles viennent d'où ces dettes? Il y a déjà les frais de justice, à peu près dans les 80 000 francs. Parce qu'il faut savoir que chaque page de procès verbal tapée par un policier est facturée 25 francs. Que chaque page de procès verbal tapée par un huissier, lors des entretiens avec le juge d'instruction, est facturée 50 francs. Ça va vite. Quand j'ai regardé le décompte et que j'ai vu qu'il y avait une somme précise pour la collation des jurés, une petite somme, mais collation des jurés, et que je vois que la justice me fait payer les boissons, les amuse-gueules qu'ont eu les gens
qui ont condamné un gamin de 20 ans à 20 ans de prison. Alors certains vont me dire, mais c'est normal, il doit payer, c'est les frais qu'il a engendrés, il doit payer. Je dois payer. Je dois payer, mais j'ai pas de quoi payer. Finalement, on a encore une double peine. On a cette peine de prison ferme qu'on a faite, et en sortant, on a cette peine pécuniaire qui est de payer ses frais de justice. On aurait pu croire que la peine de prison accomplie le condamnait à payer sa dette vis-à-vis de la société et peut prendre un nouveau départ. Or, la peine continue sous d'autres formes. C'est très très dur une sortie. L'enfermement c'est dur, c'est très compliqué. Mais la sortie elle-même, je crois que c'est autant compliqué. C'est les 2 premiers mois qui ont été très durs. Et puis après, tous les autres jours, parce que finalement, on s'en sort jamais. Et il y a tellement à payer. Et puis il y a tout le monde qui nous arrive dessus en même temps, que ce soit les impôts, que ce soit les dettes du passé. C'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. On reçoit tous les jours des rappels, des courriers, des recommandés. Ça nous crée des tensions pas possibles. La sortie, c'est très, très, très compliqué, psychologiquement, moralement. Vous avez été condamné pour quelle raison? Dans mes chefs d'inculpation, il y avait l'escroquerie. Après, je vois pas l'intérêt aux gens, à part la curiosité, de savoir ce que j'ai, tous les chefs d'inculpation que j'ai. J'ai fait plusieurs choses, que ce soit au niveau de la drogue, au niveau financier, et puis voilà. Concrètement, vous êtes à la tête d'une entreprise, mais vous vivez avec quoi? Avec pas grand-chose. Avec un revenu minimum. Aussitôt que je dépasse le minimum vital, tout m'est saisi. Je ne peux pas avoir un fonds de roulement, en fait. Tout est immédiatement saisi par l'Office des poursuites pour payer les dettes passées. Aussitôt qu'on est en poursuite, on n'a plus droit au logement, on n'a plus droit au crédit bancaire, on n'a plus droit au leasing, on n'a droit à rien finalement. Il faut oublier une réinsertion normale. Vous êtes sorti avec quel argent finalement? J'avais 600 francs quand je suis sorti. Et vous deviez payer quoi avec ça? 502 000 francs de dette. Bellechasse, petit matin du mois de novembre. Aujourd'hui, Frédéric sort de prison. Va-t-il travailler en tant que berger comme il le rêvait? Pour cela, il avait certaines règles à respecter pendant son congé. Il en a enfreint une. À son retour de congé, il a été contrôlé avec 0,7 pour 1000 d'alcool dans le sang. Conséquence, il a perdu son travail et son toit. Pour moi, c'est pas un échec. Pour Bellechasse, c'est un échec. J'ai consommé aucune drogue dure, j'ai pas retouché à l'héroïne. Là, je suis en sevrage, je vais sortir clean. J'ai bu de l'alcool, quoi. Qui n'en boit pas? Enfin, je peux en vouloir qu'à moi, mais ils sont quand même durs sur la sanction, quoi. Il faut que je prenne cet échec dans le bon sens, quoi. Puis je ressors pas avec rien du tout d'ici, quoi. J'ai quand même appris un métier. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Gur. Donc ça, je le garderai, je l'oublierai jamais. C'est quelque chose que je perdrai pas. Après, j'ai quand même appris des choses sur moi-même, quoi. La nervosité, la colère, toutes ces choses-là qu'il faut un peu canaliser autrement que dans la violence. Mais j'ai de la peine à accepter le 0,7, plus de boulot, plus de logement. Vous êtes tip-top. C'est tip-top. Vous êtes bien occupé. J'arrivais pas à dormir cette nuit. Fais le ménage. C'est tout bon. Alors, extra, je vois que vous avez tout pris. Je vous laisse prendre votre chariot et puis départ. Est-ce que là, la sortie qu'il va avoir, où il n'a pas beaucoup de perspectives, est-ce que ce n'est pas un plus grand risque de récidive? On peut l'interpréter comme ça, mais on peut aussi dire s'il n'a pas tenu pendant une sortie sans toucher de l'alcool, qu'est-ce qu'il va faire?
Et là, il faut être dur et conséquent, même si à première vue, on pourrait dire « ouais, on laisse tomber, je sais pas quoi ». Non, c'est pas le but de ces interventions-là. Vous savez que dans la vie normale, s'il y a vraiment des règles très très claires, ça ne supporte pas de ne pas les observer. Parce que si on commencerait à faire des exceptions, là on mettrait aussi un peu en question tout le système. Parce que c'est un système qui est dur, qui est confrontatif, c'est pas du jeu-jeu. Et c'est aussi une question d'honnêteté vis-à-vis ces employeurs qui se sont déclarés prêts à engager un ex-détenu. Ouais, c'est tout bon, M. Guillaume. Hein? Tout bon, bonne chance. Hein? Merci à vous aussi. Alors là, on ne va pas falsifier les résultats et on ne va pas changer le but de la course juste pour plaire à ce détenu-là. Je sais que mes papiers sont déposés à la Chaux-de-Fonds, donc je dois aller à la Chaux-de-Fonds pour aller me réinscrire au chômage ainsi qu'au service social. Mais pour me réinscrire soit au chômage, soit au service social, il me faut une adresse. J'en ai pas. Donc je me revois à casse départ il y a 1 an en arrière. Je sais pas où je vais dormir. Je sais pas où je vais aller, quoi. Ça, ouais, ça me stresse. Moi, en sortant d'un milieu de toxicomanie, j'ai pas envie de retourner justement dans le milieu d'où je viens, de recroiser les mêmes personnes, d'éviter de replonger, justement. Donc ça sera pas simple, quoi. Et puis, le dernier papier, c'était pour votre téléphone qui est arrivé par après. On a été Wi-Fi ici. Ouais. Aussi là-dessus. Vous nous disiez que votre vie, elle tient dans un sac. Ouais, ben c'est le cas. 2. Mais le deuxième, c'est des papiers. Donc là, dans les 2 sacs, c'est tout ce que vous avez? C'est tout ce que j'ai, ouais. Après bientôt 35 ans. Pas de meubles quelque part, pas de... Pas de meubles, pas d'appartement, rien. C'est bon. Ah bon? Ouais, je vais rendre la tâche, si jamais. Tout ce que je sais, c'est que je dois retrouver ma fille et puis sortir, quoi. Je peux pas continuer comme ça. Sinon, dans une année, vous pouvez venir me revoir ici, quoi. Y a pas de problème. Bonjour. Quand on a brisé un homme, avec toutes ces années de détention, on le réinsère pas vraiment. Il n'y a pas de réinsertion possible, il n'y a pas de... Je pense que tant que la société n'est pas prête à nous réinsérer, eh ben, nous, en tant que détenus, eux, en tant qu'institution, peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas réinsérer les gens comme moi. Vous avez envie de témoigner, on le sent, et pourtant, on ne peut pas vous reconnaître. Pourquoi? Mes parents me reconnaîtront, hein, quand ils vont regarder cette émission. Ils seront pas contents, parce que ma mère voulait pas. Elle voulait pas que je la fasse. Et je me dois de protéger ma femme et mes enfants de toute cette haine, de toutes ces médisances, de tous ces gens qui aiment fantasmer autour des criminels. Et je dois les protéger.